American diplomats were much more careful with their wording, probably a good choice here, although they didn't find enough courage to condemn the violence committed by pro-Kiev activists. Just a set of cliches: work together, restore calm, bring those responsible to justice. Well, joining us now in the Now Live is Nina Kupriyanova. She's an independent Russian scholar. Thanks so much for being with us. Tell me, how in a day, when there's so much evidence, video footage, pictures, and so on, can we have these kinds of reactions to the brutal death of over 40 people? Well, first of all, let me say this is quite surreal, because this is the year 2014. This is a city in the middle of Europe. And this is, in fact, a hero city from World War II, so one would have hoped that nothing as horrific as had happened in the 1940s would be repeated in Odessa again. Almost every single Western media mainstream outlet I've looked at either used euphemisms to conceal how the fire had started, to insinuate that it started by itself, or it relied on the official Kiev reports, which essentially blame the victims. Why are we seeing such conflicting accounts of the same event, mostly from the same footage? Well, because this would make Odessa really the turning point in the current Ukrainian civil war. There would be no turning back if it were definitively proven that the government is concealing the identities of the people who had started the fire, and the East would really have nothing else to do with the Kiev junta. We just have something I want to show our audience. I was reading online forums of some of the reaction in Ukraine supporting these killers, basically praising them. Take a look at this. People talking about them being trash, scum, the victims. Commentators actually writing this on forums, saying that it's not enough, that they need to be smashed up. All of them. Why are we seeing, how is this kind of support for this violence being ignored? Well, this is actually very different from the violence that took place at the Maidan. I never saw such high numbers of really callous comments about the deaths at the Maidan, even coming from people who did not support it. Yet in this situation, you have hundreds of memes circulating that are quite violent. I've seen one about KFC. We can actually show that to our audience. It's really actually difficult to look at when you see the photographs of the victims in comparison. Some of them are in the same internet memes. And I think it's kind of a way of dehumanizing the victim to be able to justify what had happened. And in fact, this is not some person across the world. This is their own compatriots that they're making fun of in such a horrific way. A lot of the Western media coverage talked about how it was so-called Russian separatists in the building, although we've seen lists that have been released. I was looking at some of the birth dates for the victims, 1992, 1996, both female and male. I mean, how is this going to blow over? Well, it seems like the situation is getting worse and worse the more we learn about it. Some of the reports that are yet to be confirmed are actually claiming, the locals are claiming that the numbers of dead are 3 times higher than the initial, I believe, 46 that we had seen. Blaming the victim, of course, simply defies the laws of physics. It's impossible to fling a Molotov cocktail off the roof and get it past an awning below. And then, of course, there's the obvious question of why have dozens of people not left the building? And I think one of the clues is some of the preliminary reports of cause of death that we've seen. I think the first 14 were released yesterday, where a third died from a gunshot wound. So if we extrapolate that to the rest of the people, the situation seems to get worse by the second. It was a real massacre. Just briefly, Nina, what would have been the reaction from the West if over 40 pro-Kiev protesters were burned alive? Well, I think that simply did not happen in Kiev, but even the situation with snipers at the Maidan, that is still unclear because we're not sure who the snipers were, obviously had a full condemnation from the so-called international community. And here we have, as I've mentioned earlier, a massacre in the middle of the European continent. And so far, I just have not seen a comparable reaction that would have been adequate.
Nina Kupriyanova, an independent Russian scholar, thanks so much for being in the Now. Thank you. Well, it's still unclear what the U.S. plans to do with Ukraine, but some, even American soldiers, seem to be guessing what could be the goal of all the rhetoric coming out of Washington. This photo is circulating online and speaks for itself, I think. "Not our fight, not our business," are the words from this faceless soldier, a sentiment many war-weary Americans might agree with, including myself. I don't think anybody in the U.S. establishment is sorry for what they're trying to do. I think they're very proud of it, and I think they're going to persevere. Sur l'importance des élections du 25 mai, les européennes prochaines. On a bien été d'accord sur les faits que les européennes sont tellement importantes pour rompre avec l'Europe de l'austérité et de la destruction sociale. J'ai eu l'opportunité d'expliquer à Jean-Luc qu'en Grèce, il y a déjà une majorité sociale qui est aussi exprimée par les sondages, peut-être si on veut y croire, qui montre que Syriza sera peut-être le prochain gouvernement en Grèce. Il s'agit d'une option qui fait peur à l'établissement politique, pas seulement en Grèce, mais surtout en Europe. À cause de ça, ils essayent de trouver d'autres noms sur les programmes de l'austérité et sur les accords qu'ils veulent faire en contrepartie des financements. C'est pourquoi, 2 jours avant le vote du 25 mai, non, 3 jours avant, le 22, nos camarades à l'Assemblée nationale ont ce qu'on appelle une niche, vous savez, c'est-à-dire la possibilité de déposer une proposition de loi. Là, il s'agit d'une proposition de résolution que notre camarade André Chassaigne, que je remercie pour cette initiative, dont il a pris l'initiative. Il faut le faire, pourquoi? Parce que Hollande a dit, il faut aller vite. Je vous jure, hein, je vous résume là. Il faut aller vite. Aller vite n'est pas un problème, c'est la solution, sinon les gens vont avoir peur. Voilà. Ils sont venus, il faut aller vite n'est pas un problème, c'est une solution. Nous avons tout à gagner à aller vite, sinon nous savons bien qu'il y aura une accumulation de peur, de menaces et de crispation. Ok, c'est vous les crispés. Et moi. Donc l'autre, il sait qu'il faut faire vite parce qu'on ne va pas la rater. Et Chassaigne, avec les camarades, ont décidé de déposer une proposition de résolution qui dit, article 1, suspendre les négociations sur le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, afin que puisse être organisée une consultation publique et démocratique. Je vous résume. Hein. Deuxième point, que les documents de travail et de négociation que l'humanité a déjà publiés soient en accès direct et soient rendus publics. Alors qu'il est, moi comme député, j'ai jamais lu le texte. Dernier point, estime que les États-Unis doivent mettre fin au système d'espionnage. Ça vous paraît incroyable, hein? Eh bien si, ça a été voté nulle part qu'il fallait qu'ils arrêtent de nous espionner. Et enfin, écoutez bien ça, souhaite que la Commission européenne retire des négociations la clause relative au mécanisme de règlement des différends entre les investisseurs et les États. Parce que, mes amis, si cette résolution est votée, le Parlement français aura pris clairement et solennellement position contre les tribunaux d'arbitrage. Alors, vous savez, le 23 mai, le 22 mai, tout le monde va être au pied du mur à l'Assemblée. Hein. On va voir qui vote quoi. Entre ceux qui font des phrases et ceux qui ont une position politique claire. Cette initiative vient du front de gauche. Nous voulons bien l'appeler ce que vous voulez du moment que vous le votez. Et à ce moment-là, on aura commencé à changer quelque chose qu'on changera ensuite par nos votes. Alors, vous voyez le rapport qu'il y a, que je vous ai amené pour ce moment, qui est la fin de mon discours. Entre toutes ces considérations et le levier politique par quoi j'ai commencé, qui peut nous permettre d'aller plus loin. Mes amis, nous avons commencé par nous abstenir à la confiance, au vote de confiance de M. Hérault. On ne pouvait pas aller plus vite. On venait de battre Sarkozy, le gouvernement venait de s'installer. Il ne pouvait pas être question, quoi qu'on sache nous, il ne pouvait pas être question de dire on est contre. Il faut qu'on donne continuellement une position positive, que tout le monde comprenne que nous cherchons à sortir le pays par le haut, que chaque fois qu'il y a une opportunité d'avancer, on la saisit. Bon, c'est abstenu. Cette fois-ci, non, on était contre. C'est plus possible.
Parce que les 50 milliards de Valls, c'est pas ceux de Valls, hein, c'est Hérault qui les avait décidés avant. Et Hérault, il n'est pas décidé tout seul, c'est Hollande qui les a décidés. Donc on parle bien de la même chose, du même paquet. Bon. Les Verts, regardez bien la situation. Nous disons depuis des mois la catastrophe qui se dessine. Économique, financière, humaine, sociale. Et politique. On nous dit, mais quand même, il faut faire l'unité. L'unité de quoi? Vous me voyez aller faire l'unité avec M. Valls pour vous prendre 50 milliards? Qu'est-ce que c'est cette histoire? On ne peut faire l'unité de la gauche que sur une politique de gauche. Parfois, c'est un raisonnement assez simple à comprendre. Je vous dis ça. Et oui. Et nous, on ne rassemble autour de nous que parce que nous sommes en rupture avec ce système et avec ces économies et avec ce plan de coupe. Le jour où on commencerait à dire, oui, comme disent, j'ai vu certains dire, 50 milliards, c'est impossible. Bon, 35, ça ira. Non, même pas 35. Pas question. Pas question. Donc le jour où nous, on commencerait à dire autre chose que ce pourquoi vous nous avez élus et mandatés, pourquoi vous avez créé le Front de gauche avec vos bulletins de vote, eh bien vous vous éparpillerez. Vous direz, ils nous ont menti, ils nous ont trahis comme les autres, on laissé tomber, ils se sont arrangés. On ne s'arrangera pas. On construit une alternative. Et il faut de la patience. Parce que ceux qui ont été au gouvernement, une fois rentrés, j'allais pas ressortir tout de suite. Il a fallu qu'ils en mangent jusque-là. Donc on a une élection. Comme l'a dit très bien notre camarade, la droite a bien voté. Beaucoup. L'extrême droite, alors au niveau de 2008, l'extrême droite au niveau de 1995, et une partie des nôtres est restée à la maison. Une partie, pas tous, heureusement. Une partie. Ceux-là, ils auraient mieux fait de voter avec nous, ils auraient aidé. C'est ça qu'il faut qu'on leur dise. Il y a des socialistes dans la salle. Cette fois-ci, restez pas à la maison. Ne boudez pas. Ne mettez pas vos bulletins de vote n'importe où. Il y a une force qui se construit. Vous la connaissez, elle ressemble à des choses que vous avez connues dans le passé. C'est la gauche qui s'unit, qui se rassemble. Des forces sociales, politiques. C'est comme ça qu'on a toujours gagné. Mais sur une ligne claire. Pas sur des machins pas clairs, tordus, parce que les gens, ils comprennent vite. Ils ont été comme brûlés. Et ils entendent l'odeur, le poids du mensonge à 1 kilomètre, même un tout petit mensonge, ils le sentent. Toi tu mens, toi tu te fous de moi, toi j'ai rien compris à ce que tu dis, je pense que tu le fais exprès, pour que je ne comprenne pas ce que tu dis. Bien sûr qu'ils le font exprès. Bien sûr qu'ils le font exprès. Alors on ne peut rassembler que dans la clarté. Eh bien regardez, une déroute de la gauche, qu'est-ce que ça produit? Un encouragement à la droite et à l'extrême droite, exactement comme quand le lendemain de la manif pour tous, ils décident qu'ils leur cèdent sur une de leurs revendications, ça met le feu à la plaine. C'est pour ça que quand ils disent que nous ne sommes que 7000, c'est pour que vous repartiez brisés et pas encouragés à continuer à revenir dans la rue. Mais la droite et l'extrême droite, ils leur ont payé cash ce qu'ils demandaient. Vous voyez, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, on met, que fait, comme l'a bien dit notre copain, que fait Hollande? Le pays a voté à droite, allez hop, je vous mets ce que j'ai de plus à droite dans le magasin, Valls. Erreur totale, il continue. Tout à l'heure, je parlais avec René Revol, qui est là devant. Et on se disait, mais qu'est-ce qui peut les arrêter? C'est quand même une bureaucratie comme les autres. Il y a bien un moment où ils peuvent s'arrêter, se dire, on va perdre tous les sièges, tous les postes, etc. Non. En Grèce, ils ne se sont pas arrêtés. Ils étaient à 42%, ils sont à 5%. Ils sont toujours au gouvernement avec la droite. Comme dans 16 pays sur 28 dans toute l'Europe, d'accord, ils se feront harakiri plutôt que de quitter les intérêts du grand capital.